Salut à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle édition de l'œil du SR féminin. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de l'œil du SR saison 2, votre émission du webzine urbanstreetreporter.com. Et aujourd'hui, on a comme invité Joao. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Alors pour te présenter à ceux qui nous regardent, tu es afro-militant, voilà, et donc du coup avec toi on va... Et tu as un blog aussi. Un blog, exactement, le blog qui va s'afficher juste en dessous, tiens je te donne du boulot Ibrahim, pour le montage, et donc du coup ce sera l'occasion de discuter avec toi, notamment de la visite de Macron au Ghana. Autre sujet qu'on va évoquer aussi autour de la table, c'est un sujet sociétal qui concerne la France, c'est les polémiques qu'il y a eu notamment autour des douches froides installées autour un peu partout, autour des rues à Paris pour lutter contre, on va dire entre guillemets, j'utilise les guillemets, l'invasion des SDF. On en discutera autour de la table. Et pour m'accompagner en tant que chroniqueur, Ibrahim comme d'habitude, le dérangeur toujours cabralisé, Zakaria, notre tête pensante. Bonjour. Et une toute nouvelle autour de la table, Yelena. Comment tu vas? Très bien, merci. Ça va tranquillement? Ouais, ça va bien se passer, hein, t'inquiète pas, voilà. Et une équipe bienveillante autour de la table, mis à part Ibrahim, je dis toujours, lui qui n'est jamais bienveillant avec les nouveaux. Voilà. Moi, ça commence très bien. Non, mais je te présente à nos invités, c'est important, enfin, à nos nouveaux chroniqueurs. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux qui vont s'afficher juste en dessous. Justement, Yelena, je me tourne vers toi. Oui. On va commencer comme d'habitude avec les 3 informations de la semaine et on commence par une info locale. Alors, en info locale, on a eu une énorme panique au centre commercial de Paris-Nord, à Aulnay. Un homme s'est introduit avec une lame. Il aurait commis un vol, donc il a tenté de poignarder un vigile, mais en vain, il s'est poignardé volontairement. On ne sait pas pourquoi. Et plus de peur que de mal, il n'y a eu aucun blessé, aucun mort, mais il y a eu un vrai mouvement de foule, parce qu'on s'est dit que ce serait un attentat, mais voilà, plus de peur que de mal. Il a donc été conduit au commissariat de Sevran. Alors, en info nationale, cette semaine, comme vous le savez, nous avons perdu 2 icônes françaises, donc Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday. Le célèbre académicien Jean d'Ormesson est décédé à l'âge de 92 ans d'une crise cardiaque. Oui, par son âme. Sa sensibilité littéraire et ses œuvres resteront toujours autant respectées et ancrées dans les mémoires. D'ailleurs, si nous devions retenir une de ses œuvres incontournables, ce serait Au plaisir de Dieu, un roman qui reprend les valeurs de la société noble au XXe siècle. En ce qui concerne Johnny Hallyday, donc la star du rock français, s'est éteinte à l'âge de 74 ans, emporté par la maladie qui le rongeait depuis plusieurs années. Il laissera un souvenir profond et plonge le monde entier, donc ses fans aussi, dans une immense tristesse. Il aura marqué les esprits, toutes générations confondues. J'avais un cancer, c'est ça? Ouais, et un cancer du poumon, malheureusement, pour donc Johnny, la cigarette, attention. Là, on a fait une petite vidéo là-dessus, pour aller la regarder. Exactement. Stop tabac. Stop tabac, effectivement, cette vidéo qui est présente sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et on termine par une info internationale. Oui, alors l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh a été assassiné par les rebelles Houthis, un tournant dans ce conflit entre les Yéménites chiites et les Yéménites sunnites, donc les Yéménites chiites, pardon. Les Houthis. Voilà, les Houthis. Les rebelles Houthis. Voilà, donc ceux qui ont assassiné l'ex-président. Et cet assassinat intervient après la décision du président de se ranger du côté de la coalition pour combattre les Houthis. Et pour les amateurs de foot... Ah, merci. Bien évidemment. Merci, elle a pensé à nous. Alors, vous allez être servis et très content. Alors, 5e ballon d'or pour Cristiano Ronaldo. Vient ensuite Lionel Messi en seconde position. Exactement. Et en dernière position, Neymar. Neymar qui complète la grande star du moment. Ouais, exactement. Qui complète le podium de ce Ballon d'Or 2017. Merci Yelena pour ces infos. Et j'ai bien aimé, c'était complet. C'était très complet. Alors, on va maintenant passer au grand thème autour de la table. C'est bien sûr la visite de Macron au Ghana. Alors, la semaine dernière, on avait parlé, on va dire, de ce comportement au Burkina Faso, mais de sa visite au Ghana, on n'en a pas beaucoup parlé. Et pourtant, il y avait des choses à retenir. Ibrahim, notamment le président ghanéen qui a un peu interpellé le chef d'État français. Ce qui est marrant, c'est que là, Macron, je pense qu'il ne s'attendait pas un peu à avoir ce discours-là. Le président ghanéen a un discours qui
qui est à l'opposé de ce qu'on pourrait attendre chez les présidents africains dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Je pense notamment à Ouattara ou encore au président malien, encore sénégalais. Donc voilà, donc c'était plus un discours, voilà, les jeunes africains, restez ici, etc. Voilà, et ça motivait en fait quand on est africain et qu'on voit ça, un président qui tient ce genre de discours. On voyait Macron, il tenait pas en place, hein. Il était là, il bouillonnait, il savait pas où se placer, quoi. C'était marrant, mais franchement on a besoin de ce genre de discours. Alors justement, ma première question, est-ce que justement la réaction du président ghanéen permettra de réveiller des consciences en Afrique, Joao? Déjà, les réactions qu'il y a eu par rapport à son discours, ça montre que, je sais pas si c'est tellement que ça a réveillé les consciences, mais en tout cas, ça, comme tu disais, ça a fait plaisir. Je pense que les gens se sont reconnus, c'est-à-dire, vu toute l'humiliation qu'il y a eu au Burkina Faso et comment les gens se sont sentis insultés. Moi, j'ai même pas tellement regardé ce qu'il a fait au Burkina Faso, mais moi, c'est le tweet du président burkinabé qui dit merci à Macron. Donc, incroyable. Quand j'ai vu le tweet, je me suis dit, mais respectez nos ancêtres, respectez-nous, respectez la diaspora, respectez, enfin, ayons un peu de dignité. Enfin, je suis désolé, tu vois, il y a quand même... Du coup, le président ghanéen, ce qu'il a dit, c'est ça nous a redonné un peu de dignité. Quelqu'un qui regarde Macron et qui lui dit, c'est pas normal qu'on attende l'aide. Et pourtant, quand on regarde, je trouve que ça montre à quel point les discours des présidents que tu as cités sont tellement dans le larbinisme, parce qu'en réalité, le président ghanéen, il était gentil, parce qu'il ne dit pas que c'est la faute de la France. Bien sûr. Il dit ce n'est pas normal que notre pays, sa santé, soit financée par la France. Mais il ne dit pas c'est pas normal que la France nous vole et qu'on soit oublié de... Mais c'est vrai que ça a fait du bruit, parce que c'est un discours qui change... c'est une rupture par rapport à tout ce qu'on a entendu. Donc, exactement. Et Elena, toi, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est un discours assez mémorable parce que, comme on l'a dit, c'est quand même la première fois qu'on entend un chef d'État s'exprimer comme ça. En général, c'est plutôt merci la France, voilà, etc., l'Europe. Et là, ça m'a vraiment touchée et impressionnée. Je me dis que ça pourrait servir aux autres chefs d'État. Ils devraient s'inspirer de ça, justement, et d'arrêter à chaque fois d'être dans le... Oui, merci, merci, alors qu'au final, on sait tout ce qui se passe derrière. Donc, il faut arrêter à un moment de se voiler la face. Pour moi, c'est clairement un discours de rupture qui annonce vraiment la couleur pour la génération qui est la nôtre, qui va permettre justement de certainement s'évader des joues de l'impérialisme. Justement, l'indépendance de l'Afrique, c'est un petit peu le thème qu'on a aujourd'hui autour de la table. Est-ce qu'une réelle remise en question, alors Zakaria a parlé de la jeune génération, est-ce que c'est pas par elle justement que le changement pourra être effectué? Totalement. De toute façon, aujourd'hui, c'est nous, c'est la jeunesse qui doit apporter ce flambeau, entre guillemets, pour mener un peu nos pays, les pays africains vers cette indépendance. Parce que, bon, normalement, on est tous indépendants, mais indirectement, on ne l'est pas vraiment financièrement. Via la monnaie, on n'est pas indépendant, mais économiquement, au-delà de la monnaie, mais économiquement, on n'est pas indépendant. Et même dans la prise de décision, bien souvent, on n'est pas indépendant. Il y a toujours l'Europe derrière, soit qui donne, soit disant des conseils. Et ce qui est marrant, c'est que quand on regarde les façades, les dirigeants s'exprimer, par exemple Macron, il va dire oui, non mais vous êtes libre, demain il y a un pays qui va arrêter le franc CFA, mais il l'arrête. Mais qu'un seul de ces pays, qu'un seul de ces présidents prenne la décision d'arrêter, il verra ce qui va lui arriver. Il va finir à la CPI, il va finir avec des problèmes. Oui, il a fait ceci, oui, c'est je ne sais quoi. C'est comme ça que ça se passe, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, comment les pays africains peuvent justement retrouver cette indépendance? Par quels moyens, Joao? Qu'est-ce que tu préconiserais, toi? Alors, moi je pense que déjà ça viendra du peuple, parce que c'est le néocolonialisme, c'est un mécanisme où tu as à la fois ce que tu disais qui est important, c'est-à-dire qu'il faut nommer ce système-là, c'est l'impérialisme. Tu as à la fois les impérialistes, donc ceux qui en profitent le plus, donc c'est l'Occident, c'est les institutions occidentales sous leur forme économique ou politique, ONU, OTAN, FMI, etc. Le problème, c'est qu'il y a aussi la complicité des bourgeoisies africaines et dans le cas qui m'intéresse caribéen, qui m'intéresse parce que je suis de Guadeloupe, mais évidemment là, je ne suis pas d'Africain, donc l'Afrique m'intéresse évidemment. Mais du coup, c'est le peuple, ça viendra du peuple dans la mesure où les élites sont la plupart du temps corrompues, parce que pour eux c'est plus important de rester des bourgeois que de voir leur peuple. Donc pour leur propre argent, tout ça, ils sont prêts à vendre leur peuple. Là, t'as le Togo qui est en lutte.
la crise au Cameroun, etc. Enfin, je veux dire, c'est contre qui? C'est à la fois contre l'impact de l'impérialisme, mais c'est aussi contre des chefs d'État. Donc, il faudrait renouveler les dirigeants à la tête. Mais comment on peut renouveler aujourd'hui? Il n'y a pas de renouvellement. Le truc, c'est que les présidents, excusez-moi, mais ils sont placés, quoi, j'ai envie de te dire. Ils sont placés, et ceux qui sont Avec très longs résistants, on mandats, peut les tuer. Hein. Enfin, je veux dire, c'est clair. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est moins courant, mais quand on regarde dans les années 50, 60 et même 70, en Afrique, il y en a eu quand même des assassinats des dirigeants en place. Mais c'est le truc, comme Jao le soulignait, c'est que c'est pas l'Occident qui va le faire directement, il va passer par des Africains. C'est les Africains eux-mêmes, ils vont s'entretuer, mais derrière, eux, ils sont là, en fait. Oui. Mais c'est ça qui est con, en fait. Moi, c'est ça qui m'énerve aujourd'hui. Et des fois, ils font directement l'exemple de la Libye. Hein. Ouais. C'est eux qui ont viré Kadhafi. Exactement. Alors, pour terminer, on va parler des jeunes. On en a un peu parlé autour de la table, mais c'était ça aussi le but du discours du président ghanéen, c'est de garder ces jeunes qui sont l'espoir, l'avenir du pays. Comment les retenir aujourd'hui? Voilà. Si les jeunes partent aujourd'hui, comme on le disait la semaine dernière, si les jeunes partent, c'est parce que chez eux, il y a un manque d'espoir, il y a un manque d'emploi, d'avenir, quoi. Et il faut créer de l'emploi, donc créer de l'emploi, et puis créer des situations où les jeunes vont avoir envie de rester, quoi. Bah, que ce soit les Nord-Africains ou les personnes qui vivent en Afrique de l'Ouest, de l'Est et autres, je pense que la solution elle se situe surtout, parce que moi je suis partisan d'un revenu universel. Mais aujourd'hui, je pense pas qu'en Afrique ce soit imaginable aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup d'étapes avant. Parce que la différence entre les pays européens et les pays africains, c'est qu'en Europe déjà, bon, tout est déjà construit. Il n'y a pas de grands travaux, etc. Mais en Afrique, il y a tout ça à faire. Il y a les usines à construire, il y a les routes, etc., les infrastructures. Il y a tout ça à mettre en place. Donc, tout ça, c'est du travail, en fait. Donc, aujourd'hui, s'il y a des projets, et pourtant, il y en a des projets. Le truc, c'est que tout l'argent, ça ne revient pas à ces pays-là, en fait. Donc, il faudrait que tous ces revenus-là puissent revenir aussi à ceux qui habitent le pays, et notamment aux jeunes. Aujourd'hui, tu as des jeunes en Afrique qui ont de l'imagination, qui ont envie de créer des choses. Qui sont des jeunes entrepreneurs aussi. Voilà, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les conditions de mettre en place ces idées-là. Justement, là, il y a eu des expériences qui se sont faites en Namibie sur le revenu universel, par exemple, qui a montré justement que les études que faisaient les gens, elles étaient plus longues et qu'il y avait une forte création de micro-entreprises. Bon, en tout cas, dites-nous, vous qui nous suivez sur 27 Reporters, vos solutions pour aider le continent africain à émerger. On va maintenant passer au deuxième thème. Autour de la table, on va aller en France. Et polémique autour des douches anti-SDF dans les rues de Paris. Ça consiste à mettre des jets d'eau froide placés aux alentours notamment des parkings pour faire fuir ces sans-abri. Une démarche qui a choqué pas mal d'associations et notamment la Fondation l'Abbé Pierre qui s'est émue de cette démarche-là, qu'elle juge inhumaine. Et vous, autour de la table, du coup, qu'est-ce que vous pensez de ça? Quel est votre sentiment face à cette démarche-là? Ça touche pas que... Enfin, ça touche les SDF, mais surtout aussi les réfugiés, etc. On le voit notamment avec les CRS qui, à chaque fois, patrouillent un peu partout et font partir des réfugiés, etc. Moi, je pense que c'est un signe, justement, de la lutte des classes. Justement, c'était le thème de ma prochaine question. C'est bien. Voilà. C'est bien ça. Mais c'est marrant parce que aujourd'hui on en parle, mais depuis plusieurs années, je dirais même depuis 10 ans par là, c'est quelque chose qui a déjà commencé à se mettre en place un tout petit peu par les arrêts de bus. C'est-à-dire que les trucs avant c'était plat, les bancs, etc. On a commencé à mettre des trucs au milieu. Dans le métro, on avait des sièges pour s'asseoir. Maintenant on met des trucs inclinés. Aujourd'hui, maintenant, sous les ponts, on met des gros rochers. À l'entrée de certains bâtiments, on va mettre des cactus, des trucs. On a l'impression que c'est de la décoration, mais c'est aussi pour empêcher les gens de venir se mettre là, en fait. C'est ça. Ouais. Et le truc, moi, encore si ça venait des initiatives privées, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me choque, qui m'énerve, c'est que ça vient de l'État, en fait. Enfin, ces gens-là, ils vont où, en fait? Voilà. En fait, le côté humain de nos jours, il n'existe plus. Il n'y a plus de générosité, il n'y a plus de... Je pense qu'il y en a encore un tout petit peu, mais c'est vrai que... Je sais pas, je trouve ça quand même... Enfin, nous, on est bien chez nous parce que, oui, on a un toit, etc. On a tendance à oublier ceux qui vivent dehors, qui n'ont pas de toit, qui se débrouillent. Enfin, ils se débrouillent comme ils peuvent. Et voilà, au bout d'un moment, faut agir, quoi. C'est pas humain pour moi d'agir comme ça. Pour toi, c'est le reflet un petit peu de l'individualisme. Voilà, c'est ça. Parce qu'on est bien chez nous, on pense pas forcément aux autres. Zakaria, tu as parlé de lutte des classes. J'aimerais que tu développes un peu plus sur ta Je pense que c'est le projet de faire de Paris une ville-musée, en fait, qui fait qu'on a envie de dégager tous ceux qui sont
SDF, tous ceux qui sont réfugiés, etc. Et parce qu'on va dire qu'ils apportent de la criminalité, etc. Et que du coup, les gens riches, surtout avec la gentrification, etc., n'ont pas envie d'avoir ces individus-là au pied de leur porte. C'est clair, ouais, enfin, j'aime bien le fait que tu mentionnes ça parce que moi je ne pensais pas à la question du mobilier anti-SDF en particulier, mais d'autres formes, on va dire, qui rejoignent ce que tu dis, c'est-à-dire l'espace public comme champ de bataille. Et du coup, par exemple, il y a un exemple qui m'a frappé récemment, ça vise pas des SDF, mais ça vise clairement, tu vois, la communauté africaine et donc des gens qui sont aussi en situation d'immigration, en situation précaire et tout. C'est des gens à Saint-Denis qui ont manifesté contre les brochettes, contre les vendeurs de brochettes. Et ça, c'est l'exemple, le mot que tu as employé, je pense que c'est important de le redire, c'est gentrification, c'est-à-dire voilà, des nouveaux habitants à Saint-Denis qui sont en termes de classe, sociale supérieure par rapport à la population majoritaire de Saint-Denis, qui sont clairement, ce ne sont pas des Français issus de l'immigration, c'est clairement des personnes qui sont dans un rapport à la fois raciste et de mépris de classe, et du coup qui utilisent des arguments comme la santé, l'hygiène, etc. Mais c'est ça qui est vicieux. Quand ça les arrange, en fait. Voilà, c'est ça. Du coup, et du coup, ce dont on parlait avec ta question, c'est sur les douches anti-SDF. Ça, c'est la version la plus extrême. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'inventer des prétextes. Ouais. On assume de dire on ne veut pas de SDF devant chez soi, on ne veut pas de... Donc oui, on est oui, c'est une manière de faire la guerre aux pauvres, et tu as raison de préciser que c'est pas que les SDF en général, c'est aussi une manière de... toutes les politiques migratoires qui créent cette présence de réfugiés dans l'espace public, c'est aussi une manière de la gérer de façon violente, sans le dire, quoi. En tout cas, le message est passé. Dites-nous, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir, vous qui nous suivez sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, votre sentiment par rapport à ce nouveau dispositif mis en place. C'est la fin de cet œil du SR. Merci Joao. Merci d'être venu. Son interview plus une question, un mot, ça arrive très bientôt sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Il y aura des photos aussi qu'on mettra sur Instagram. Donc la panoplie complète. Tu nous connais maintenant, tu connais la maison, donc tu viens quand tu veux. Grand plaisir. Merci à Yelena pour ta première, et ce ne sera pas ta dernière, je le dis, je l'annonce. Là, il y en aura plein d'autres derrière. Mes chroniqueurs, les habitués, les anciens, merci à vous. Énorme big up à Yasmina derrière à la caméra qui a représenté l'équipe technique aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'œil du SR. Salut à tous. Au revoir.